Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui? Alors, ma seule compétence par rapport à votre communauté nationale des CESU, c'est que j'ai fait ma formation AFGSU 1. Déjà, l'acronyme, j'ai eu du mal à le retenir. Mi-septembre, pendant 2 jours. J'ai trouvé ça super, c'était vraiment un très bon moment, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et avant de venir, du coup, ce matin, je me suis testé, pour savoir ce qui restait. Et alors, sur la section plaies et hémorragie, je me rappelle, j'ai évalué qu'il me reste à peu près, parce que j'ai pu comparer avec le livret après, il me reste à peu près, je pense, 3% de ce que j'ai appris mi-septembre, c'était il y a 9 semaines. Mais ceci dit, je suis peut-être un peu débile aussi, c'est possible. Hein, voilà. Alors, je remercie le docteur Gies de m'avoir invité. Moi, je vais vous parler de choses peut-être un peu plus terre-à-terre que tout ce que j'ai entendu ce matin, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Je pensais que comme spécialiste un peu de la mémoire qui marche bien ou qui marche pas bien, je ne voyais pas trop ce que j'avais à voir avec les CESU avant que le docteur Gies me contacte. Et puis finalement, en vous écoutant ce matin, je me suis dit que si, il y avait des choses en commun. Mais quand même, je vais être assez terre-à-terre, je pense. Alors, voilà le programme de ma petite présentation. Je me suis posé la question des buts de ces formations aux soins d'urgence et du lien avec la mémoire. Et puis c'est ça qui m'a décidé à dire oui à l'invitation, parce que je me suis rendu compte que comme dans plein d'autres domaines qui ont en commun de faire de la formation, il y a une curiosité épistémologique que je ne m'explique pas, qui est que les sciences pédagogiques et les sciences de l'éducation en général rencontrent historiquement juste jamais les sciences de la mémoire, même si ça commence à changer un petit peu. Alors, il me semble qu'en étant très terre-à-terre, votre objectif avec vos élèves, c'est quand même qu'ils aient une mémoire durable de ce que vous leur transmettez et qu'ils puissent transférer ça vers de l'action appropriée au bon moment, etc. Je vais commencer, comme le professeur Amaretti, par tordre le cou à quelques idées reçues qui sont peut-être partagées par certains d'entre vous. Donc, tout ce que vous pensez savoir sur la mémoire et qui en fait est faux, alors peut-être que je me trompe et que vous avez déjà corrigé ces mythes, on verra. Et puis ensuite, ce qui va être plus intéressant, c'est de décliner qu'est-ce qui marche si l'objectif dans une formation, c'est que les apprenants aient une mémoire durable à long terme de ce qu'on leur a transmis. Et puis, il y aura une petite diapo finale sur quelques perspectives. Alors, vraiment, je vais essayer d'être très, très terre-à-terre. Moi, j'ai cru comprendre, et encore plus mi-septembre, que un de vos buts, par exemple pour AFGSU 1, c'est que les apprenants soient plus tard, idéalement dans les 4 ans avant le recyclage, capables d'avoir les bons gestes, les bonnes réactions au bon moment par rapport à un contexte particulier. On peut présenter ça comme ça. Vous aimeriez bien que vos apprenants, dans des contextes qui peuvent être très variés, parce qu'ils sont imprévisibles par définition, il y a un truc qui se passe, ce truc on va appeler ça des indices, et que ça donne lieu à l'activation de savoirs, de connaissances, donc c'est des associations. En fait, quand on parle de mémoire, on parle toujours d'associations, et que ces savoirs, par association, ils déclenchent des savoir-faire, des procédures qui doivent être relativement automatiques, parce que sinon c'est pas très efficace, et que, suite à ces actions qu'on peut mener grâce à nos savoir-faire, on puisse en retour évaluer quels impacts elles ont eu, et puis éventuellement boucler la boucle. Alors le truc, c'est que si on présente les choses comme ça veut dire que vous avez affaire à 2 types de mémoire à long terme. Vous savez que la mémoire, ce n'est pas un ensemble homogène. Et si on parle de mémoire à long terme en lien avec ce petit schéma tout simpliste, ça veut dire que vous vous adressez en tant que formateur à une mémoire consciente qui est celle des connaissances, c'est-à-dire j'ai accès consciemment à des connaissances, c'est-à-dire que je peux les déclarer et m'en servir consciemment. Donc ça, c'est une forme de mémoire qui est très très différente d'une mémoire qu'on appelle non consciente, qui correspond à celle des savoir-faire que je vais devoir mettre en œuvre sur la base de mes connaissances. Et alors là, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise malheureusement. Si vous devez absolument vous adresser à une partie de la mémoire déclarative consciente, qui en fait est ce qu'on appelle la mémoire sémantique, celle des connaissances, et puis à 2 parties de la mémoire non déclarative, on parle de mémoire procédurale et de conditionnement. Voilà, c'est ça, les 2 mémoires qui vous intéressent comme formateur CESU avec leurs sous-types. Quand on s'intéresse à ces mémoires non déclaratives, malheureusement,
il n'y a pas de secret. Le seul truc qui va permettre d'acquérir sur la durée, c'est savoir-faire, pour qu'il soit utilisable de façon automatique, efficiente, dans un contexte d'urgence. Il faut répéter, 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 s'entraîner. Et il faut faire ça dans des contextes, c'est pour ça que j'avais mis un S à contexte, extrêmement variés, parce que, surtout quand on apprend au départ, on va être complètement perdu si le type qui tombe par terre, au lieu de tomber par terre dans la salle de cours, il tombe par terre devant la machine à café. Donc, c'est comme ça que fonctionne notre mémoire procédurale, non consciente. Donc là, je veux dire, je n'avais pas besoin de venir, il faudra juste répéter, 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 répéter. Voilà. Sinon, jamais ça s'automatisera. Donc finalement, le truc plus intéressant, c'est de discuter de comment est-ce qu'on peut acquérir, des compétences, des connaissances, donc de développer notre mémoire sémantique dans laquelle on va pouvoir mettre des nouvelles connaissances appropriées pour activer des nouveaux savoir-faire. Donc si on imagine que c'est ça le but, je vais lister tout un tas de fausses idées sur la manière d'y parvenir le mieux. Je pense que le mythe le plus répandu, peut-être qu'il l'est parmi vous, j'espère, parce que sinon j'ai un peu l'air bête, c'est le mythe des styles d'apprentissage. Vous savez, c'est l'idée qu'on a des canaux d'apprentissage ou des façons d'apprendre privilégiées. Vous, le vôtre n'est pas le même que celui du voisin derrière. Moi, je suis plutôt visuel, moi, je suis plutôt intuitif, moi, je suis plutôt... Voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'un élève va apprendre mieux si la formation lui est présentée dans son canal, notamment sensoriel, mais il y a plein de déclinaisons de cette histoire-là, préférée. Alors en fait, c'est un mythe, c'est complètement faux, et pourtant, ça a beaucoup de succès. Par exemple, ça a donné lieu au fameux système VACOG, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors en fait, la littérature est assez claire là-dessus. Les plus grands spécialistes de la mémoire et de l'apprentissage s'accordent là-dessus. Ça ne marche pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous pensiez que ça marchait ce matin avant de m'écouter, vous n'êtes vraiment pas tout seul, parce que par exemple, dans cette étude-là de 2014, vous voyez que 93, 96, 97, 96, 97% des enseignants à qui on pose la question considèrent que cette histoire-là est super importante, les styles d'apprentissage, et qu'ils l'utilisent dans leur pratique de formation, dans leur pratique d'enseignement. Alors pourquoi c'est pas vrai? En fait, c'est assez simple. Si c'était vrai, on devrait avoir des résultats expérimentaux en laboratoire ou en classe ou en formation qui aboutissent à ce type de pattern de résultats. C'est-à-dire que des élèves qui ont le style A, ils devraient être moins bons lorsqu'on les évalue après la formation, si la formation a été donnée avec la méthode qui ne leur convient pas par rapport à la méthode qui leur convient. Il peut y avoir différents formats, différents patterns d'interaction statistiquement significatives qui ont été très, très bien décrits par ailleurs, mais c'est à ça que doivent ressembler les résultats. Et en fait, la littérature sur le sujet est unanime. Alors là, c'est vraiment, là encore, des kilotonnes de papier avec des méga-analyses. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sent pas, chacun d'entre nous, plus à l'aise dans tel ou tel canal. Je suis plutôt de mémoire visuelle, plutôt, etc. Mais simplement, s'appuyer là-dessus pour dire telle façon de présenter les choses va optimiser la mémoire, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'idée même de la mémoire visuelle, c'est aussi un leurre. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais vous allez voir la mémoire visuelle qui existe. Alors là, on sait ça depuis plus de 60 ans en psychologie de la mémoire. La mémoire visuelle qui existe, c'est une mémoire visuelle qui ne vous intéresse absolument pas au CESU, mais alors pas du tout. En 1960, Sperling a fait ce type d'expérience. Il a demandé à des gens à qui il proposait de visualiser pendant un temps très très bref, à peu près 50 millisecondes, donc un peu plus qu'une microsaccade oculaire, des séries de lettres comme ça. Et en fait, il faisait varier la quantité de lettres qu'il présentait. Et il a observé ce type de résultat, c'est-à-dire qu'à travers ses participants, on avait beau augmenter le nombre de lettres disponibles, il y avait une espèce de plateau, les gens se retrouvaient bloqués à la possibilité de rappeler, on flashait excusez-moi, je suis un peu confus, on flashait ces matrices de lettres, plus ou moins grandes, et évidemment, juste après, les participants devaient rappeler le plus de lettres possible. Et il s'est aperçu
que les participants, quel que soit le nombre de lettres présentées, avaient tendance à plafonner autour de 4,5 lettres en moyenne. Il s'est demandé si ça correspondait à une réelle limite de la mémoire ou si c'était lié à des contraintes de processus psychologiques qu'on doit utiliser au moment où on rappelle ce qu'il y a dans cette mémoire. Et pour ça, il a fait un truc super astucieux, il a fait la même expérience exactement, sauf que cette fois-ci, il a, pendant la présentation des lettres, juste après la présentation en fait, donné un signal sonore aux participants, et ce signal sonore était aigu, médium ou grave, et leur indiquait a posteriori les lettres de quelle ligne ils devaient rappeler. Et comme les participants ne pouvaient pas prédire quelle ligne allait être ciblée par l'expérimentateur, ça a permis à Sperling, je vais vous épargner le calcul, d'estimer la quantité d'informations disponibles en mémoire et de la comparer à ce que les participants réussissaient vraiment à rappeler. Et dans cette expérience-là, ce qu'il a montré, c'est que évidemment, il fallait le montrer, plus on ajoute des lettres et plus la quantité d'informations disponibles en mémoire, d'après ce qu'ont rappelé les participants, a tendance à augmenter, mais leur rappel réel des informations plafonne comme dans l'expérience précédente. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans ce type de dispositif en termes de contenu de la mémoire. Les gens ont bien de plus en plus de choses accessibles en mémoire, simplement des processus de rappel, eux, imposent des limites. Donc ça voudrait dire qu'il y a bien une mémoire visuelle, et c'est le cas, donc c'est super intéressant, et en plus, elle peut contenir plein d'informations. Ici, ça fait quand même beaucoup d'informations différentes. Pour terminer cette série d'expériences, Sperling s'est demandé, elle dure combien de temps, cette mémoire visuelle? Et pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait varier le temps qui s'écoulait entre le moment où on présentait la matrice de lettres et le moment où le petit signal sonore était entendu. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les participants, après 8 à 900 millisecondes, perdaient complètement tout ce qui était disponible dans leur mémoire visuelle. Autrement dit, la mémoire visuelle qu'on a appelée plus tard la mémoire iconique, ça existe dans d'autres modalités, échoïque, etc. C'est une mémoire qui existe, mais en fait, vous, comme formateur en CESU, vous vous en foutez, parce qu'en moins d'une seconde, elle a disparu. Donc, raison de plus pour ne pas trop s'exciter sur ces histoires de canal visuel, style d'apprentissage, etc. Encore une fois, ça ne marche pas. Une autre fausse idée, c'est l'idée qu'une fois qu'on a vécu un événement et qu'on en a gardé un souvenir, ce souvenir ne va pas changer. Alors, je viens de vous dire tout ce qui me reste de ma formation de 2 jours côté plaie et hémorragie, pas très brillant. Effectivement, il y a un désaccord assez mystérieux entre les experts de la mémoire et le grand public. Le grand public a tendance à être d'accord avec ce genre d'affirmation, alors que les gens qui travaillent sur la mémoire disent pas du tout. Bon, on sait depuis la fin du 19e siècle qu'il y a cette courbe d'oubli et que quoi qu'on fasse, tout ce qu'on vit est destiné à rejoindre les affres épouvantables de l'oubli, à part dans des rares cas pas très souhaitables de traumatisme, notamment psychologique. Donc, votre travail, finalement, c'est de trouver les moyens de lutter contre l'oubli. Et pour ça, il y a des trucs qui marchent, puis il y a des trucs qui ne marchent pas. Moi, je vais vous parler de quelques trucs qui marchent, et quand je vous dis qu'ils marchent, ça veut dire qu'ils ont fait l'objet d'études, parfois par centaines, de méta-analyses, et de méta-analyses pas seulement pour apprendre des trucs, genre des listes de mots stupides dans des laboratoires de psychologie, mais ça a fait l'objet aussi de validation et de confirmation en situation réelle, en classe ou en situation de formation. Donc le premier truc dont je vais vous parler, c'est l'effet de la récupération. Qu'est-ce que c'est? Donc basiquement, on imagine que quand on doit apprendre un truc dans le cadre d'une formation, un petit modèle qu'on peut imaginer tout simple, c'est que l'information, elle rentre. Idéalement, elle s'inscrit quelque part dans la mémoire. Puis ensuite, quand l'élève est évalué, on le teste, et donc il fait appel à sa mémoire pour compléter le test. Dans cette conception, on peut dire que l'apprentissage, et c'est un peu l'idée qu'on a tous en tête, il se passe surtout là, en fait, au moment où on étudie, study en anglais, au moment où on fait rentrer les trucs dans notre mémoire. Et du coup, cette phase de test, elle est juste là pour les formateurs, finalement, pour évaluer si les trucs sont bien rentrés dans la mémoire. Alors, si on voit les choses comme ça, on peut se dire, tiens, j'ai ce texte-là à apprendre, je peux imaginer 2 régimes d'apprentissage différents, au moins. Par exemple, le régime qui est utilisé par l'immense majorité des apprenants.
Ben, je lis, je lis, je lis, je lis. Puis plus tard, on teste ce qui me reste. Ou alors, je lis, je lis, je lis, puis quand même, je vais me tester tout seul une fois pour voir ce qui reste. Ou alors, un truc encore plus gonflé, je lis une seule fois. Et après, je me teste, je me teste, je me teste. Et encore une fois, à la fin, on va pouvoir tester les gens, soit juste après la formation, ou quand ils viennent de recevoir les informations, soit dans ce qui nous intéresse un petit peu plus, à une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Ben là, les résultats, ils sont absolument pas ambigus. Ce qui compte pour la rétention à long terme, ici vous êtes à 5 minutes, mais ici vous êtes à 1 semaine, et c'est des résultats qui sont également valables sur plusieurs mois. C'est des études qui ont été faites dans tous les sens, il y a des méta-analyses avec quel que soit le type d'information, quelle que soit la situation d'apprentissage, etc. C'est un des résultats, en fait, les plus robustes que la psychologie de la mémoire puisse vous donner sur qu'est-ce qui fait qu'on retient quelque chose à long terme ou pas. Et ce résultat, c'est que ce qui compte pour retenir à long terme, ce n'est pas le nombre de fois où on étudie, c'est le fait de faire un effort pour essayer de se rappeler de ce qu'on vient d'essayer de rentrer dans sa mémoire. Et plus on le fait, et plus il y a des chances qu'on se rappelle à long terme. Ça, c'est facile, relativement facile, d'appliquer ça dans les formations au quotidien. Deuxième effet extrêmement robuste, l'effet de l'espacement. Alors, vos apprenants, ils ont un temps limité pour apprendre des choses, et toute la question, la vôtre pendant les formations comme la leur après les formations, c'est comment est-ce que j'utilise ce temps pour parvenir à un résultat qui est retenir le mieux les choses à long terme. On a fait des expériences, ça c'est pareil, il y en a des centaines. Voilà un exemple, on demande à des étudiants d'apprendre la signification de mots français, enfin de mots espagnols en français. Donc ils ont 50 paires de mots comme ça à apprendre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander ce dont ils se rappellent, puis on va recommencer à leur présenter la liste, puis on va tester ce dont ils se rappellent, et ça selon 3 régimes différents. Soit ils vont avoir 6 sessions d'apprentissage en une seule journée, donc entre 2 sessions d'apprentissage, il n'y a pas de délai. Soit ils vont avoir 1 jour de délai entre 2 séances d'apprentissage, donc ils apprennent le premier jour, on recommence le deuxième, et ainsi de suite. Soit ils vont avoir 30 jours de délai entre chaque séance d'apprentissage, ce qui veut dire que les 6 séances s'étalent sur 5 mois. On est d'accord? Quand on fait ça, on regarde qu'est-ce qui reste. Ben, à la session numéro 2, évidemment, les gens qui viennent juste de se taper la première séance d'apprentissage sont vachement meilleurs que les autres. Les autres, le lendemain, ils ont déjà oublié les trucs, et puis 1 mois après, ils ont quasiment oublié tout ce qu'on leur a dit. Mais vous voyez que les courbes ont tendance à se rejoindre, et le plus intéressant, c'est que, lors d'un test final, 1 mois après la dernière session d'apprentissage pour tous les groupes, eh bien, le groupe qui a eu le temps entre 2 séances d'apprentissage le plus important gagne encore des informations, progresse encore, alors qu'il ne s'est rien passé entre là et là. Donc ça, c'est aussi un résultat extrêmement robuste. Plus vous allez espacer les séquences sur un objectif pédagogique particulier, plus, à tout facteur confondu par ailleurs étant contrôlé, les gens ont des chances de retenir les choses à long terme. Donc évidemment, l'apprentissage contraint dans les formations à l'université, en CESU, etc., sur un temps très très court, c'est une aberration pédagogique du point de vue de la mémoire à long terme. Alors ça, évidemment, ça aboutit à des adaptations possibles sur ce qu'on fait en formation, peut-être, mais aussi sur ce que peuvent faire les élèves eux-mêmes à distance et sur ce que permet le numérique. Quand on connaît la courbe d'oubli et qu'on sait que plus on va espacer les séances et plus on va lutter contre l'oubli, ben, on peut planifier les séances de révision. Alors là, je vous dis tout de suite, 4 ans, c'est ridicule. Si je fais un truc une fois, rien du tout, 4 ans, une deuxième fois, ça ne veut pas dire que 4 ans après, je vais être aussi bon que ceux qui seront tapés la FGSU1 pendant 1 mois tous les jours, évidemment. Par contre, on peut évidemment solliciter, par exemple, les apprenants, par exemple par des moyens numériques, pour établir des plannings de révision qu'on espace au fil du temps et qui, clairement, vont peut-être battre tout ce qu'on pourrait organiser comme session de recyclage 4 ans après, en termes d'impact sur la mémoire à long terme. En tout cas, c'est ce que prédit la psychologie sur la mémoire assez facilement. Dernière chose, effet de profondeur de l'encodage. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de retenir cette liste de mots le mieux possible. Vous êtes prêts? Ouais? Alors c'est parti. Ils vont défiler, il faut les apprendre.
Pardon. Alors celui-là, il va rester à l'écran, donc ça ne marche pas très bien mon truc. Ça vous semble facile? Ceux qui précédaient voies veineuses, là, vous les avez? Vous en avez combien? Vous en avez une trentaine? Ça doit être des faux souvenirs, alors. Vous en avez... Bon, d'accord, super. Alors, même chose avec ces mots-là, on est parti. Il faut les apprendre aussi, hein. Je pense que vous en avez un petit peu moins. Donc, le truc de base, c'est qu'évidemment, un de vos apprenants devant vous, s'il n'a rien dans sa mémoire, dans ses connaissances existantes auxquelles raccrocher ce que vous lui racontez, ben, il se retrouve dans la situation de la deuxième liste, c'est-à-dire qu'il ne va rien retenir, parce que c'est comme si la formation avait lieu en japonais. Donc, l'effet de profondeur de l'encodage, ça veut dire que plus ce que vous donnez comme information à un apprenant, il peut le traiter à un niveau profond, c'est-à-dire à un niveau sémantique, c'est-à-dire donner du sens en lien avec des choses qu'il connaît déjà, et plus sa mémoire à long terme a des chances d'opérer sur la durée, voire la très longue durée. Bon, ça, c'est une expérience, je m'arrêterai là. Je ne vais pas la détailler beaucoup. L'idée, c'est qu'on formalise ça dans ce genre d'expérience. En 2018, par exemple, on demande aux gens d'apprendre des liens entre des images et des mots. Par exemple, méthylphénidate avec un petit gamin qui a l'air tout agité. Encoprésie avec visiblement un schéma qui représente un enfant. Amygdale avec une image et une petite flèche qui montre où c'est l'amygdale cérébrale dans le cerveau, etc. Ensuite, on teste la mémoire des gens. On dit, au fait, je vous ai demandé de retenir méthylphénidate, c'était quoi? C'était cette image-là ou celle-là? Et ainsi de suite. Et puis ensuite, le lendemain, dans une autre séquence d'apprentissage, on leur demande d'apprendre d'autres associations. Cette fois-ci, que l'amygdale, c'est la zone cérébrale de la peur, que l'encoprésie, c'est etc., etc. Et de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des descriptions qu'on demande aux apprenants d'apprendre, qui n'ont aucun lien avec ce qu'on leur a mis dans la mémoire avant par rapport à ce mot. Peut causer la nausée, ça n'a pas de lien avec l'association préalable qu'on leur a demandé d'acquérir en mémoire à long terme. D'accord? Et ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, une heure après, on fait un test après l'apprentissage. Alors, décidément, moi j'ai un problème d'apprentissage de l'usage de la télécommande. Après cette phase-là, le lendemain, on va leur demander qu'est-ce qu'il leur reste comme connaissance sur ces différents concepts qu'on a essayé de leur faire rentrer dans la mémoire. Et en fait, ce qu'on observe, et ça c'est pareil, ça a été répliqué, ultra répliqué, c'est que lorsque vous présentez dans cette phase AC des connaissances nouvelles, mais qui sont congruentes avec les connaissances que la personne vient juste d'apprendre, donc c'est-à-dire qui sont congruentes avec des choses que la personne a déjà dans sa mémoire, ben vous avez un effet énorme sur la probabilité que la personne mémorise ces nouvelles informations par rapport à une situation où vous avez demandé à la personne de mémoriser des choses qui sont incongruentes, qui sont incompatibles avec ses connaissances préalables. Donc, en conclusion, je trouve toujours assez curieux que, par manque de dialogue entre les sciences de la mémoire et puis les sciences de l'éducation ou de la pédagogie, persistent des idées reçues qui peuvent être, à mon avis, délétères dans les objectifs qu'on a quand on anime une formation. Ensuite, il me semble qu'une des choses très très faciles à mettre en œuvre, c'est l'effet de récupération, l'effet de testing. C'est très très facile de mettre ça en œuvre en formation, il y a plein de moyens, les flashcards, les moyens numériques pour tester les gens à distance, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il faut retenir que ce qui est important, c'est de faire l'effort de se rappeler, même en partant de rien, c'est ça qui est important, plus que le temps qu'on va passer à réviser son livret papier que le CESU vous a transmis à l'issue de la formation, parce que tous les commanditaires demandent un livret papier. Planifier les révisions par les apprenants, c'est aussi possible, et donc d'améliorer ces options de recyclage des années après, par exemple via des plateformes Internet. Je pense qu'il y a déjà des choses qui existent en ce sens-là. Encore une fois, je suis complètement ignorant de votre façon de travailler par ailleurs. Et puis enfin, cette histoire de profondeur de l'encodage, je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir par exemple à
par exemple, avoir des questionnaires qu'on propose aux apprenants avant les formations, de manière à pratiquer de la différenciation pédagogique pour privilégier des façons de présenter les formations en adéquation avec certaines connaissances préalables de certains apprenants et d'en utiliser d'autres pour d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu long, pardon. Un grand merci Pierre-Yves, avec une présentation là, qui nous montre tout l'intérêt de l'interdisciplinarité, y compris en pédagogie. Je ne sais pas si une dernière question peut-être, parce qu'on a pris pas mal de retard, le temps que notre artiste Charlotte se mette en place. Vous venez de me pourrir la journée. J'ai le souvenir à un congrès qui devait être celui de Strasbourg, d'avoir soutenu avec l'aide du professeur Amirati une controverse avec Pierre Moll contre comportementalisme versus socio-constructivisme. Le comportementalisme, il vous envoie le bouquin à connaître avant de faire la formation. Ensuite, il vous teste, il vous teste, il vous teste, il vous teste, jusqu'à ce que vous fassiez comme il avait prévu de faire. Et nous, on continue à être socio-constructivistes? Alors, il faut juste nous expliquer comment ça marche. Bah, la réponse, elle va être super simple. Hein. Ça va être la réponse de quelqu'un qui n'est pas super légitime en sciences de l'éducation, en sciences pédagogiques, mais qui connaît juste bien la mémoire. Comme le professeur Amirati, moi, je trouve que c'est pas idiot de se dire, tiens, Amirati, j'ai dit Amirati. Voilà. D'accord. Alors, donc comme quoi on peut bien connaître le fonctionnement de la mémoire et avoir une mémoire complètement pourrie. Voilà. Alors, donc du coup, j'ai pas du tout de problème avec ça. Hein. Ce qui me semble être une bonne idée, c'est de se dire, les méthodes pédagogiques que je vais mettre en place, c'est celles qui ont prouvé qu'elles ont la plus grande efficacité par rapport à mes objectifs pédagogiques sur le plus grand nombre d'apprenants possible. Et après, que ces méthodes-là, elles viennent du socio-constructivisme, du cognitivisme, qui n'est pas le comportementalisme, hein, c'est complètement différent, ou du macramé, moi en fait je m'en fous. L'idée c'est d'avoir des méthodes, me semble-t-il, d'enseignement et de formation qui sont fondées sur des preuves, comme la médecine basée sur des preuves. Donc à partir du moment où on a des preuves, c'est dommage de s'en priver, peu importe la chapelle. Oui, je voudrais juste un bonjour Caroline Salem, Damien. Moi, ça m'a plutôt rassuré ce que vous nous avez dit, pour plusieurs raisons, que ça fait écho sur le fait que nos apprentissages avec la pédagogie de découverte, elle se base sur les connaissances antérieures des gens, et c'est ça qui permet l'accroche de nouvelles connaissances. Ça me rassure. Deuxièmement, ce qui me rassure, c'est le fait qu'on n'arrête pas de dire et qu'on fait, et c'est ce qu'on fait dans nos CESU, qu'effectivement, il faut répéter, arrêter le blabla. Alors oui, se baser sur les connaissances antérieures, mais arrêter le blabla et faire le plus possible de simulations et de simulations variées. Je me dis que complexes en lien avec les liens professionnels. Et moi, ce que vous m'avez dit, ça me rassure, parce que je me dis que même si on a une déperdition des connaissances, parce qu'effectivement, il n'y a plus de pratique, et qu'on est à 4 ans de remédiation, en tout cas, la base que nous, on a dans nos CESU, eh ben, ça me fait dire qu'on n'est pas si loin que ce que vous nous avez proposé. Et ça me soulage un peu, Pierre. Voilà, parce que par rapport à tout ce qui est je te file le bouquin et derrière je t'interroge, ben moi ça ne me satisfait pas parce qu'on est dans le faire, on est tous dans le faire, on est dans l'action. Et que ce qu'on utilise comme technique pédagogique, eh ben on n'a pas à en rougir parce qu'on vient d'avoir la preuve là qu'on est dans le vrai. Je voulais juste, Pierre, sur ce sujet, on a par contre toujours dit qu'il fallait de l'entraînement et de la répétition, sur le plan gestuel, c'est sur cette fameuse mémoire procédurale dont vous... Et j'ai une question, moi, je peux me permettre? Et vive le S4, S2, S6. Vous avez écarté de votre propos la mémoire procédurale en disant c'est de l'entraînement et de la répétition. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on peut entraîner cette mémoire procédurale par le numérique et avec de la gestuelle par numérique?
Je ne suis pas hyper spécialiste de cette question, qui est d'ailleurs une niche dans le domaine de la recherche scientifique sur la mémoire. En revanche, sur les choses que j'ai entendues ce matin, l'apprentissage vicariant, etc., ça a quand même des limites extrêmement sérieuses. Et donc, si l'idée, c'est d'aboutir à des acquisitions au long terme de savoir-faire qu'on va pouvoir déployer, donc d'abord, ils ne peuvent pas être décorrélés des connaissances, parce qu'on ne va pas se mettre comme ça à faire des compressions thoraciques dans le vide, sans, voilà, donc forcément que... Voilà. Mais donc, pour développer ces savoir-faire-là à distance, en dehors de... Les comment? Ah, les remédier, c'est-à-dire les recycler. Hein? Ah oui, d'accord. D'accord. Ben, pour moi, la différence entre du coup ce que vous appelez la remédiation pour des aspects savoir-faire et les aspects savoir, c'est que celle qui porte sur les savoir-faire, dans l'idéal, il faudrait qu'elle demande aux apprenants de faire des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on peut difficilement évaluer a priori. C'est de faire de l'imagerie motrice ou différents types d'imagerie mentale où les gens se projettent vraiment mentalement dans l'action, alors que ce n'est pas quelque chose qui est utile pour les connaissances et qu'on peut se donner les moyens d'évaluer par ailleurs autrement. Voilà.